Donc, salam alaikum, est-ce que vous me recevez bien? Très bien, donc c'est bon, on peut commencer notre cours. Donc, le cours d'aujourd'hui, il va porter sur les anémies macrocytaires. Donc, par définition, c'est quoi l'anémie macrocytaire? Bon, elle se définit par une diminution du taux d'hémoglobine au-dessous des valeurs limites déjà établies. Donc, la même chose que ce qu'on a vu pour les anémies microcytaires et pour une anémie d'une façon générale. Mais dans ce cas-là, puisqu'il s'agit d'une anémie macrocytaire, donc l'anémie, elle sera associée à une macrocytose franche. Donc, j'aurai un VGM supérieur aux valeurs normales qui sont de l'ordre de 80 à 100 femtolitres. Donc, chez l'adulte, donc c'est de l'ordre de 100 supérieur à 100 femtolitres. Chez l'enfant de 2 mois jusqu'à 12 ans, donc j'ai un taux qui doit être supérieur à 95, donc de l'ordre de 95 femtolitres. Puisque donc chez l'enfant, il a une microcytose physiologique. Donc un petit rappel physiologique sur l'érythropoïèse. Donc, pour voir qu'est-ce qui se passe au cours de l'érythropoïèse et pour comprendre mieux donc, le mécanisme physiopathologique de l'installation de l'anémie macrocytaire et donc essentiellement l'anémie mégaloblastique. Donc, au cours de ce cours, certes, l'intitulé, c'est les anémies macrocytaires, mais on va se baser beaucoup plus sur les anémies mégaloblastiques par carence en vitamine B12 et acide folique. Donc, l'érythropoïèse est marquée par deux phénomènes synchronisés importants qui sont donc la synthèse de l'ADN au niveau du noyau qui va se faire donc de façon synchronisée et parallèle à la synthèse protéique cytoplasmique, la synthèse de l'hémoglobine. Donc, si on va schématiser ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai les différentes étapes de l'érythropoïèse qui vont commencer. Donc, bien sûr, on va voir surtout les progéniteurs et donc les cellules matures. Donc, ça va commencer à partir du pro-érythroblaste. Ensuite, l'érythroblaste basophile, l'érythroblaste polychromatophile et l'érythroblaste acidophile. C'est à ce stade-là où on a les mitoses, donc les divisions cellulaires, donc les divisions en même temps nucléaires. Donc, j'ai 4 mitoses. À ce stade, donc, au niveau de l'érythroblaste acidophile, il va y avoir expulsion du noyau pour donner le réticulocyte. Ce dernier, donc, il quitte la moelle, il passe dans le sang, il reste quelques jours, bon, 2 à 3 jours, pour donner l'érythropoïèse. Au cours de l'érythropoïèse, j'ai des modifications morphologiques des cellules qui seront caractérisées par deux phénomènes importants. Donc, le premier, c'est la diminution du volume cellulaire. Donc, au fil du temps, au cours de l'érythropoïèse, plus j'avance dans les étapes, plus j'ai une diminution du volume cellulaire. C'est-à-dire que la taille du proérythroblaste est plus grande que celle de l'érythroblaste basophile et ainsi de suite, jusqu'à voir la taille du globule rouge. Déjà, le réticulocyte, il a une taille supérieure à celle du globule rouge. Parallèlement à ça, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, le deuxième phénomène important, c'est la synthèse progressive de l'hémoglobine. Dans ce cas-là, la synthèse de l'hémoglobine, elle commence essentiellement au stade érythroblaste polychromatophile. Donc, c'est le début de l'apparition de l'acidophilie qui correspond à la synthèse de l'hémoglobine, donc qui va augmenter, s'accentuer de plus en plus on avance dans les étapes. Et c'est la synthèse progressive de l'hémoglobine, c'est quand on atteint le taux critique de la CCMH qui est de 32 à 36% que les mitoses vont s'arrêter. Ça c'est pas principe. Donc,
qu'est-ce que j'aurai? J'aurai une acidophilie qui va augmenter au fur et à mesure et une chromie, c'est-à-dire la teinte acidophile du globule rouge qui augmente. Là, quand vous voyez qu'au cours des mitoses, j'ai besoin de facteurs anti-pernicieux qu'on appelle la vitamine B12 et l'acide folique, qui sont nécessaires donc à la synthèse des bases puriques et pyrimidiques nucléaires. Donc, c'est à ce stade-là que vont agir. Donc, l'intérêt des facteurs antipernicieux, essentiellement la vitamine B12 et l'acide folique, agit à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau des mitoses. Là, un rappel physiologique aussi sur les facteurs antipernicieux donc, qui sont nécessaires à la synthèse d'ADN, qui sont la vitamine B12 et les folates ou encore l'acide folique ou encore la vitamine B9. Point de vue structure chimique, donc la vitamine B12, il s'agit de cobalamine et les folates, il s'agit d'un acide ptéroïde monoglutamique. Donc la vitamine B12, c'est une macromolécule, donc elle comporte un noyau corine et elle est formée de 4 molécules de pyrrole, donc à l'intérieur de laquelle se trouve un atome de cobalt. Et donc, selon les liaisons qu'aura l'ion de cobalt, on peut avoir donc différents types. Donc, s'il va se fixer un atome de cyanure, dans ce cas-là, on obtient la cyanocobalamine. Donc, si le groupe il est hydroxyle, on obtient l'hydroxycobalamine. Et si méthyle, on obtient méthylcobalamine. Maintenant, pour les formes actives physiologiquement, donc pour la vitamine B12, c'est méthylcobalamine ou encore le 5'-désoxyadénosylcobalamine. Pour les folates, c'est l'acide tétrahydrofolique ou encore ce qu'on les appelle les tétrahydrofolates. Les besoins pour la vitamine B12 sont de l'ordre de 2 à 5 microgrammes par jour. Et parallèlement à ça, j'ai les besoins qui sont importants pour la vitamine B9 ou encore l'acide folique qui sont de l'ordre de 200 à 400 microgrammes par jour. Donc à peu près une centaine de fois plus que la vitamine B12. Là, pour l'apport alimentaire, donc l'apport alimentaire se fait essentiellement à partir de protéines animales, les viandes, poissons, le lait et les œufs pour la vitamine B12. Pour les folates, ce sont les légumes verts. Donc, on les trouve au niveau des légumes verts frais, les fruits secs, les céréales, le foie et le jaune d'œuf. L'absorption de la vitamine B12, elle se fait au niveau de l'ilion distal, donc au niveau de l'intestin, au niveau de la partie ilion distal. Et pour qu'il y ait absorption de la vitamine B12, cette dernière, elle doit être couplée au facteur intrinsèque. Donc, le facteur intrinsèque, il est déjà sécrété par l'estomac. Donc, pour qu'il y ait absorption de la vitamine B12, elle doit être couplée au facteur intrinsèque et ce dernier est sécrété par l'estomac, mais par contre, l'absorption, elle se fait au niveau intestinal, au niveau de la région ilion-distale. Pour les folates, c'est au niveau du duodénum et jéjunum proximal. Maintenant, pour le transport de la vitamine B12, elle est liée aux transcobalamines. Donc, on a différents types de transcobalamines, 1, 2 et 3. Mais la transcobalamine la plus utilisée pour le transport de la vitamine B12, c'est la transcobalamine 2. Pour les folates, donc, ils sont soit à l'état libre ou bien liés donc, à des protéines transportrices, à savoir l'albumine ou encore l'alpha-2 macroglobuline. Pour les réserves, là, quand vous voyez les réserves de la vitamine B12 sont de l'ordre de 2,5 à 5 mg. Elles sont beaucoup plus hépatiques. Et elles sont épuisables en 3 à 5 ans. Donc, elles ne sont pas rapidement épuisables. Donc, regardez 3 à 5 ans. Parallèlement à ça, j'ai les folates. Les réserves sont plus importantes que ceux de la vitamine B12, de 10 à 15 mg, à peu près 10 fois plus. Mais là, ils sont épuisables en 3 à 4 mois. L'élimination, donc, c'est au niveau des urines et des matières fécales, donc pour les deux. Donc, ça concernant donc, le métabolisme de la vitamine B12 et de l'acide folique.
Le rôle physiologique, si on va résumer donc le rôle physiologique, la vitamine B12 et l'acide folique interviennent donc comme coenzymes dans les réactions de transfert de radicaux monocarbonés. Donc il y a plusieurs réactions au cours desquelles donc agissent l'acide folique et la vitamine B12 et il y a des réactions là où les deux coopèrent en même temps, agissent en même temps. Et ce sont donc des cofacteurs essentiels de plusieurs séquences métaboliques chez l'homme, notamment dans la synthèse des bases puriques et pyrimidiques de l'ADN. Donc, il sert à la synthèse donc, de l'ADN. Un mot aussi donc, pour le cycle cellulaire, donc, puisque l'acide folique et la vitamine B12 pardon, donc, rentrent dans la synthèse des bases puriques et pyrimidiques, donc dans la synthèse de l'ADN. Là, pour le cycle cellulaire, donc, il comprend deux phases. L'interphase, donc j'ai l'interphase, donc, et j'ai la phase de mitose. L'interphase, elle est constituée de trois phases. La phase G1, qui est la phase de croissance cellulaire, donc c'est celle-là, donc c'est la phase de croissance cellulaire et d'activité métabolique normale. Ensuite, j'ai la phase S, donc la phase de réplication de l'ADN et la quantité dans ce cas-là au cours de cette phase, donc c'est tout simplement c'est la phase de synthèse de l'ADN. Et la quantité donc de l'ADN au cours de cette phase, elle est doublée donc en vue de la mitose. Elle passe de 2N à 4N. Ensuite, j'ai la phase, donc G2, c'est la phase préparant la mitose. Donc, c'est synthèse d'enzymes et d'organites. Ensuite, j'ai la phase mitotique, bien sûr, là où va se dérouler donc la mitose et la cellule va passer donc de 4N à 2N. Donc, et cette phase dure 36 heures. Au cours de la phase S, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est la phase de la synthèse de l'ADN. Voilà. Et le contenu, dans ce cas-là, de l'ADN, il va doubler, témoignant donc du passage entraînant donc de la cellule de l'état 2N diploïde donc à l'état tétraploïde. Et pendant donc les heures que dure cette phase, l'ADN va être entièrement répliqué donc grâce à l'ADN polymérase. Donc, et on voit la transcription, il va y avoir transcription de l'ARN messager en protéines. Voilà, donc production de protéines. Voilà, et enfin, donc là, et au cours de cette phase, que va se passer donc les modifications qu'il va y avoir donc quand il y aura une carence en vitamine B12 et en acide folique. Donc ça, j'espère que c'était clair pour le cycle cellulaire. C'est juste pour comprendre que la carence en vitamine B12 et en acide folique donc, touche essentiellement cette phase. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir synthèse d'ADN et l'acide folique et la vitamine B12 sont nécessaires à la synthèse des bases puriques et pyrimidiques. Voilà. Maintenant, donc voilà, donc à l'état normal, le cycle cellulaire est divisé en 4 phases. Donc la phase G1, phase de repos post-mitotique, la phase S, donc c'est ce que j'ai expliqué. Donc, et en dernier lieu, j'ai la phase M qui est la phase mitotique. Maintenant, pour la physiopathologie. Donc, on est là dans la physiopathologie de l'anémie macrocytaire, puisque l'intitulé du cours, c'est les anémies macrocytaires. Donc, on va voir la physiopathe, en quelque sorte, donc, de l'anémie macrocytaire, et on va détailler beaucoup plus celle de l'anémie mégaloblastique pour voir l'anémie mégaloblastique, donc, elle est située où par rapport aux autres anémies macrocytaires. Donc, l'anémie mégaloblastique, elle fait partie des anémies macrocytaires, mais il y a plusieurs anémies macrocytaires. Et l'anémie mégaloblastique par carence en vitamine B12 et en acide folique, c'est la plus importante. Donc, on va commencer par voir elle se situe où par rapport aux autres anémies macrocytaires, mais on va détailler beaucoup plus l'anémie pernicieuse ou encore l'anémie mégaloblastique par carence en vitamine B12 et acide folique. Donc, j'ai une insuffisance médulaire. Donc, au cours des anémies macrocytaires, j'ai une insuffisance médulaire et donc un raccourcissement donc, de la durée de vie des hématies par hémorragie et hémolyse. On commence en premier lieu par
insuffisance médulaire. Donc, le mécanisme physiopathologique de l'anémie macrocytaire s'explique par deux grands phénomènes, soit par une insuffisance médulaire, soit par un raccourcissement de la durée de vie des hématies, hémorragies et hémolyses. Là, comme vous voyez, on l'a vu aussi au cours des anémies microcytaires. Mais les anémies microcytaires apparaissent donc dans le temps. Quand les anémies hémolytiques, quand j'aurai une hémorragie ou bien une hémolyse qui sont prolongées, que va s'installer l'anémie microcytaire. Mais au début, elle est macrocytaire. C'est pour ça que vous allez retrouver ça. Donc, vous allez me dire, mais est-ce que quand j'ai un raccourcissement de la durée de vie des hématies, donc est-ce que je suis devant une anémie microcytaire ou bien macrocytaire? Mais donc, j'ai les deux, mais sauf que elle se transforme en une autre, donc avec le temps. Le même principe, comme par exemple l'anémie normocytaire, donc l'anémie inflammatoire, au début, elle est normocytaire. Avec le temps, elle devient microcytaire. Donc, j'ai une insuffisance médulaire. Cette insuffisance médulaire, soit elle est qualitative, soit elle est quantitative. Donc, quantitative, soit que j'ai une aplasie médulaire. Donc, l'aplasie médulaire, comme je l'ai expliqué, on va expliquer aussi, c'est qu'il y a donc un problème de synthèse. Donc, il y a absence de synthèse ou bien diminution de synthèse des différentes lignées donc hématopoïétiques, c'est-à-dire ça touche les lignées granuleuses, mégacariocytaires et érythrocytaires. Donc, les trois lignées seront touchées. Quand, donc, au niveau de la périphérie, j'ai une diminution de ces trois lignées, c'est-à-dire j'ai une thrombopénie, une leucopénie, une anémie, je parle de pancytopénie. Là, quand je suis en périphérie. Mais si je fais la moelle et que je trouve la moelle qui est pauvre, donc diminution ou absence des trois lignées, là, je parle d'aplasie. Donc, quand on parle d'aplasie, c'est après avoir fait le myélogramme. Quand je parle de pancytopénie, c'est au niveau du sang. Donc, la pancytopénie, elle peut être soit d'origine aplasique ou non. Voilà. Mais sinon, l'aplasie donne automatiquement une pancytopénie. Très bien. Donc, je passe maintenant les autres. Les autres, donc, c'est assez fréquent. C'est chez les insuffisants rénales, chez les sujets présentant une insuffisance thyroïdienne et insuffisance hépatique. Maintenant, pour l'insuffisance médulaire qualitative, donc, soit que j'ai, c'est-à-dire que j'ai un nombre normal ou encore important, mais par contre, les cellules sont anormales. Donc, il va y avoir un avortement intramédulaire du fait qu'il y a une myélopoïèse. Voilà, qu'il y a une synthèse des différentes lignées, mais cette synthèse, elle est touchée qualitativement, ce qui va entraîner un avortement intramédulaire, donc une hémolyse ou bien donc, la mort des cellules, leur durée de vie qui va diminuer le fait qu'elles sont des cellules anormales. Donc, elle est due soit à une anomalie de synthèse d'ADN, c'est le cas de la carence vitaminique, c'est là, donc c'est ça notre cas, c'est l'anémie mégaloblastique par carence en vitamines, soit que j'ai une désérythropoïèse, donc c'est au cours des syndromes myélodysplasiques que j'ai déjà expliqué. Là, donc c'est pour voir ça se situe où notre anémie mégaloblastique, donc elle se fait par carence, déficit en carence vitaminique, et c'est ça leur mécanisme. Il s'agit d'une insuffisance médulaire qualitative. Maintenant, la physiopathologie de l'anémie mégaloblastique carentielle. Voilà, donc c'est ça le véritable mécanisme physiopathologique du cas de l'anémie mégaloblastique qu'on appelle anémie mégaloblastique carentielle, parce qu'il y a anémie mégaloblastique non carentielle. Donc je peux avoir une anémie mégaloblastique sans qu'il y ait une carence en vitamine B12. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'anémie mégaloblastique quand j'ai une carence en vitamine B12 et en acide folique, qu'on appelle les facteurs antipernicieux. Donc, on les appelle, on l'a déjà appelé donc anémie pernicieuse. Pourquoi? Parce que son évolution avant, donc, elle était très grave. Surtout dans le cas donc, de la carence en vitamine B12. Le terme pernicieux, donc, il a été utilisé donc, il y a longtemps, donc pas actuellement, parce qu'il n'y arrivait pas à expliquer cette anémie, donc il n'y avait pas de traitement efficace contre cette maladie qui était alors fatale. Mais actuellement, donc, il y a pas mal donc, de tests pour son exploration et le traitement, donc, il est bon et les gens donc, peuvent revenir une vie normale. Donc, pour le mécanisme de la mégaloblastose, comment il va s'installer?
j'ai une maturation cytoplasmique qui est précoce. Pourquoi? Parce que j'ai une synthèse de... pardon, là, je vais commencer, je préfère au niveau cellulaire, ensuite je passe au niveau donc, moléculaire, ensuite, pardon, je passe au niveau cellulaire. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc, elle s'explique par quoi? Par une anomalie de synthèse de l'ADN. Pourquoi? Parce que ces facteurs, la vitamine B12 et l'acide folique, sont nécessaires à la synthèse de l'ADN. Donc, j'ai une anomalie de synthèse de l'ADN qui est expliquée par une carence due à une carence en vitamine B12 et en folate. La carence en vitamine B12, elle va entraîner une absence de tétrahydrofolate et de méthylène tétrahydrofolate qui sont nécessaires à la synthèse de l'ADN. Et la carence en folate va entraîner donc l'absence de la synthèse du DTTP qui est le désoxyribonucléotide. Donc, c'est un précurseur de l'ADN. Donc, voilà, c'est un constituant principal de l'ADN. Ainsi, donc, la carence en acide folique ou vitamine B12, elle aboutit à un défaut de synthèse de l'ADN. Ce défaut bloque, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque la cellule en phase S, qui est la phase donc qu'on a expliqué tout à l'heure, donc qui est la phase de synthèse de l'ADN, où l'ADN donc va doubler et elle va passer de l'état diploïde à l'état tétraploïde. Donc, j'aurai un retard de maturation nucléaire, alors que le cytoplasme subit une maturation normale et il s'enrichit donc en ARN basophile. Donc, j'aurai des mégaloblastes, voilà, qui désigne un gigantisme cellulaire des érythroblastes. Là, le mécanisme de la mégaloblastose, donc là, je passe au niveau cellulaire. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai une maturation cytoplasmique précoce. Donc, comme on l'a vu quand on a fait le rappel physiologique de l'érythropoïèse, j'ai l'étape donc de la synthèse de l'érythropoïèse, de l'hémoglobine, elle se fait de façon normale. Donc, je n'ai pas de carence en fer, etc. Donc, c'est pour ça qu'elle se fait de façon normale. Donc, j'ai poursuite de la synthèse d'ARN. Donc, augmentation de la maturation du cytoplasme, puisque la synthèse de l'hémoglobine, ça concerne le cytoplasme. Une augmentation de la masse du cytoplasme. Le taux donc de la CCMH va augmenter. Donc, pour atteindre le taux critique de 32 à 36%. Quand j'aurai le taux critique, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un rétrocontrôle négatif ralentissant les mitoses. Voilà. Donc, j'aurai une macrocytose. Parce que là, j'ai un retard au niveau de la synthèse nucléaire par carence en vitamine B12 et en acide folique qui est donc dû à un blocage donc, de la phase du cycle cellulaire en phase S. Mais par contre, au niveau du cytoplasme, j'ai donc une synthèse normale de l'hémoglobine qui va entraîner, donc quand le taux il est atteint, il va entraîner un rétrocontrôle ralentissant les mitoses. Qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner une macrocytose. Voilà. Et donc, par la suite, la macrocytose, elle se définit par la taille du globule rouge qui est grande, donc macrocyte, mais la mégaloblastose, elle se définit par la taille des érythroblastes. Donc, la mégaloblastose, elle se voit au niveau de la moelle. Et la macrocytose, elle se voit au niveau du sang. La mégaloblastose, elle se définit par le gigantisme des érythroblastes, donc du proérythroblaste, du érythroblaste basophile, polychromatophile, acidophile. Donc, j'ai un gigantisme de la taille, ce qu'on appelle la mégaloblastose. Et cet asynchronisme, là aussi, j'ai un asynchronisme de maturation nucléocytoplasmique, va entraîner une érythropoïèse inefficace avec un avortement intramédulaire, ce qui va expliquer par la suite donc l'anémie. J'espère que c'était clair donc, pour le mécanisme physiopathologique. Donc là, c'est juste pour voir au cours de l'érythropoïèse normale et au cours de l'érythropoïèse mégaloblastique. Là, quand vous voyez, donc, chez le mégaloblaste et le proérythroblaste, donc, j'ai le noyau qui est toujours donc, jeune. Pourquoi? Parce que la synthèse, elle est en retard nucléaire. Là, j'ai donc avec un asynchronisme de maturation nucléocytoplasmique, donc la synthèse de l'hémoglobine, synthèse normale de l'hémoglobine, des réticulocytes donc diminués ou bien absents avec présence de ce qu'on appelle les corps de OL Joly. Ces corps de OL Joly, c'est un signe de dysérythropoïèse. Par la suite, j'aurai des macrocytes et des mégalocytes ou encore des globules rouges de grande taille. Et puisque la vitamine B12 et l'acide folique ne rentrent pas juste dans la synthèse nucléaire de la lignée érythroblastique, mais elle va toucher
aussi les cellules à division rapide. Donc, toutes les cellules qui ont une durée de vie courte, elles seront atteintes, à savoir les leucocytes, surtout les polynucléaires et les plaquettes. Donc, ça touche donc cette mégaloblastose, donc ça touche aussi donc la lignée granuleuse et ce mécanisme de phénomène d'asynchronisme de maturation nucléocytoplasmique, voilà, il touche aussi là la lignée granuleuse et aussi la lignée plaquettaire, à savoir même d'autres cellules, les cellules des muqueuses digestives et génitales. Voilà. Donc, ça ne touche pas juste la carence en vitamine B12 et en acide folique, ça ne touche pas, mais elle se manifeste beaucoup plus, donc, elle se manifeste beaucoup plus donc, pour la lignée érythroblastique. Maintenant, la démarche diagnostique d'une anémie macrocytaire. Donc, ça vient rejoindre ce qu'on a vu au niveau de mécanisme physiopathologique de l'anémie macrocytaire. Donc, quand j'ai une anémie macrocytaire qui se définit par un VGM, donc une hémoglobine basse avec un VGM supérieur à 100 femtolitres, soit qu'elle est régénérative, soit qu'elle est arégénérative. Donc, les mécanismes régénératifs, c'est déjà cité, donc hémolyse, hémorragie. Régénérative, donc j'ai un taux de réticulocytes supérieur à 120 giga par litre. Soit qu'elle est arégénérative. Quand elle est arégénérative, donc, tiens, il y a un problème au niveau de la moelle. Comme j'ai dit, le taux de réticulocytes, il reflète l'état de la moelle. Si c'est régénératif, donc mon problème, donc ma moelle, elle est fonctionnelle, elle travaille bien, sauf que j'ai un problème en périphérie. C'est ça, c'est ce cas-là. Mais si elle est arégénérative, donc il y a un problème au niveau de la moelle. Qu'est-ce que je fais? Je fais mon médulogramme ou encore mon myélogramme. Je fais une ponction de la moelle et je vais étudier les cellules. Soit quand je fais ma moelle, soit qu'elle est non mégaloblastique, c'est-à-dire je ne vois pas les signes de gigantisme cellulaire. Ça touche, donc ça concerne l'éthylisme, donc ce sont les sujets alcooliques. Pourquoi? Parce que l'alcool donc intervient, donc ça coopère au niveau des réactions donc, qui concernent l'acide folique et la vitamine B12. Donc le métabolisme de l'acide folique et de la vitamine B12, il est interféré par l'éthylisme. Donc chez les insuffisances thyroïdiennes, hépatiques et rénales. Ça, c'est anémie macrocytaire arégénérative non mégaloblastique. Mais si au niveau de la moelle, je vois les signes de la mégaloblastose, c'est-à-dire que je vois des signes de gigantisme cellulaire. Qu'est-ce que je fais? Je fais mes dosages en acide folique et vitamine B12, soit qu'elle est carentielle, donc soit j'ai une carence en vitamine B12 et ou en folate, soit qu'elle est non carentielle, c'est-à-dire malgré qu'elle est anémie macrocytaire, arégénérative, mégaloblastique, mais j'ai un taux de l'acide folique et de vitamine B12 qui sont normaux. Ça se rencontre donc dans les conditions, donc c'est toxique, ce qu'on appelle les anémies toxiques, soit congénitales très rares et hémopathie maligne ou encore au cours de l'aplasie médulaire. Donc, c'est au cours de ces situations où je peux avoir une anémie macrocytaire arégénérative mégaloblastique non carentielle. C'est-à-dire, quand je parle d'anémie mégaloblastique, c'est vrai, couramment, on utilise ce terme qui dit mégaloblastique, dit carentielle en vitamine B12, mais acide folique. Mais il faut être très précis. C'est pour ça, quand on a traité donc anémie macrocytaire, on a commencé par voir toutes les possibilités et voir donc l'anémie mégaloblastique, elle se voit donc dans quelle situation. Donc, il faut vraiment être précis, c'est anémie mégaloblastique carentielle. Donc, si c'est non carentielle, donc c'est les causes suivantes, les étiologies suivantes, donc toxique congénitale, les hémopathies malignes et aplasie médulaire. Maintenant, le diagnostic proprement dit, donc diagnostic biologique de l'anémie macrocytaire par carence vitaminique. Donc, on va voir, c'est-à-dire, je parle dans ce cas-là, je vais me préciser, donc je vais voir essentiellement le diagnostic biologique de l'anémie mégaloblastique carentielle, donc par carence en vitamine B12 et acide ou acide folique. Ensuite, les autres donc les autres causes d'anémie macrocytaire, je vais les voir en tant que diagnostic étiologique par rapport à cette situation, par rapport à l'anémie mégaloblastique par carence vitaminique,
qui est la plus fréquente et la plus importante. Et c'est ce qui nous concerne beaucoup plus dans ce cours. Donc, je vais voir les signes cliniques, je vais voir le diagnostic positif, diagnostic étiologique et diagnostic différentiel. Les signes cliniques, voilà. Elle est soit découverte fortuitement à la suite d'un hémogramme systématique, soit, bien sûr, et sans syndrome anémique, il est insidieux, c'est-à-dire il s'installe de façon discrète. Donc, il ne s'installe pas rapidement. Donc, il met du temps pour s'installer et pof, tout à coup, on se trouve chez un sujet présentant une anémie sévère, voire même une pancytopénie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que la carence en vitamine B12 et l'acide folique, ça ne touche pas que la lignée érythroblastique, mais ça touche aussi la lignée granuleuse et mégaloblastique. C'est pour ça, donc avant, on l'appelait l'anémie pernicieuse, parce que vraiment, quand ça donne une pancytopénie et que ça se prolonge, et si on n'arrive pas à trouver la cause, c'est vraiment, ça devient fatal pour le sujet. Donc, elle se caractérise par un syndrome anémique insidieux de sévérité variable. Donc, j'ai une pâleur cutanéo-muqueuse, asthénie, dyspnée et vertige, c'est-à-dire les signes cliniques non spécifiques de l'anémie. Mais voilà, dans ce cas-là, le syndrome anémique est en général bien supporté. Et les signes spécifiques de la carence, c'est quoi? C'est les troubles digestifs. Comme pourquoi? Parce que on a parlé donc de la carence en ces vitamines peut toucher aussi les muqueuses. Donc les muqueuses digestives, ça se manifeste par la glossite de Hunter. Donc c'est quand la langue elle est lisse, elle est dépapillée. Donc c'est voilà, c'est cette photo là, regardez. Donc elle est complètement lisse et dépapillée. C'est ça ce qu'on appelle la glossite de Hunter. J'ai des troubles du transit et diarrhée. Voilà, donc par atteinte de la muqueuse digestive. Soit que j'ai des troubles neurologiques, parésie, décâtrement, paraplégie ou encore dépression. Voilà, ça se manifeste quand il y a une carence en vitamine B12 parce que donc avec la synthèse de la vitamine B12 intervient dans la synthèse de la myéline, donc c'est constituant neurologique. C'est pour ça on a ces troubles neurologiques. Donc ça, ce sont les signes spécifiques de la carence. Maintenant, pour le diagnostic positif. Là, je parle du diagnostic positif de l'anémie mégaloblastique carentielle. Donc, je commence par l'anémie macrocytaire. Ensuite, je dois confirmer son origine mégaloblastique et je dois confirmer son origine par déficit en vitamine, en acide folique, en vitamine B12. Donc, logiquement, ça va demander une FNS et donc, quand je suis devant une anémie macrocytaire, je vais demander par la suite le taux de réticulocytes, ça va être A régénératif. Quand c'est A régénératif, paf, donc il y a un problème au niveau de la moelle, je complète par la moelle. Je vais trouver une mégaloblastose, une moelle bleue, et je vais compléter par dosage vitaminique là, pour confirmer mon diagnostic. Donc, je vais trouver une carence en vitamine B12 et ou en acide folique. Donc, c'est ça normalement le diagnostic positif. Et on va le voir donc en détail. L'hémoglobine, elle est diminuée, elle est variable, mais elle est souvent inférieure à 8 grammes par décilitre. Donc, en quelque sorte, une anémie un peu sévère. La CCMH et la TGMH sont normaux, donc il n'y a pas d'hypochromie. Et le VGM, il est augmenté, supérieur à 100 femtolitres, parfois 150 femtolitres. La réticulocytose, elle est effondrée, donc j'ai un taux de réticulocyte qui est bas. Pourquoi? Parce que j'ai un avortement intramédulaire, parce que ces cellules étaient anormales, donc c'est pour ça qu'il va y avoir de mort intramédulaire, donc des cellules. Aussi, donc comme je peux ne pas avoir, comme je peux avoir une leuconeutropénie et une thrombopénie modérée sont associées. Donc comme je l'ai expliqué, parce que la vitamine B12 et l'acide folique sont nécessaires aussi à la synthèse de l'ADN des cellules, donc à durée de vie courte, essentiellement les PNN et les plaquettes. Donc, au frottis sanguin, je confirme ce que j'ai retrouvé au niveau de la FNS par un frottis. Qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir une macrocytose, une anisocytose, voire une poikilocytose. Donc, macrocytose, globules rouges de grande taille, anisocytose, mélange de taille. Donc, des macrocytes et des normocytes, poikilocytose, présence d'autres formes, de plusieurs formes de globules rouges. Voilà, il faut se familiariser avec ces termes parce qu'on va les utiliser donc à chaque fois.
Les polynucléaires sont hyper segmentés. Donc, comme on a vu, pour les polynucléaires, leur nombre de lobes varie entre 3 et 5 lobes. Voilà, leur noyau, donc ils sont polysegmentés, son noyau il est polysegmenté et le nombre de lobes c'est entre 3 à 5 lobes. Dans le cas de l'anémie mégaloblastique carentielle, je vais trouver des polynucléaires hyper segmentés, donc la majorité, la plupart ont 4 à 5, voire 5 lobes. Au lieu que la majorité ont 3 lobes, là, la majorité, ils ont 5 lobes. C'est pour ça que je parle de polynucléaires hyper segmentés. Là, je vais trouver au niveau des globules rouges des corps de Joly et des ponctuations basophiles qui témoignent d'une dysérythropoïèse. La conclusion, donc, quand je fais ma FNS avec mon taux de réticulocyte, avec mon frottis, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver une anémie normochrome, macrocytaire, arogénérative, parfois leucopénie associée, voire thrombopénie. Donc, soit j'ai une anémie normochrome macrocytaire toute seule, soit qu'elle est associée à une leucopénie, voire même leuconeutropénie, c'est-à-dire ce sont les PNN qui sont diminués. Je vais trouver une leucopénie, mais quand je vais faire ma formule leucocytaire, c'est les polynucléaires neutrophiles qui sont atteints. C'est eux qui diminuent le taux de globules blancs, voire même une thrombopénie. Là, c'est les photos, donc ça, c'est des macrocytes. Là, j'ai une anisocytose, donc j'ai des globules rouges de grande taille et des normocytes. Voilà, des petites tailles là et des globules rouges normaux. Là, ce sont les corps de OL, joli signe de dysérythropoïèse. Et là, j'ai une poikilocytose, donc j'ai plusieurs formes de globules rouges, comme vous voyez. Je termine, donc mon taux de réticulocyte, il est diminué à régénératif. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer au médulogramme. À chaque fois que j'ai un taux de réticulocyte qui est bas, donc ça s'explique par un mécanisme central. Donc, je fais ma moelle. Ma moelle, elle est très riche. Donc, c'est une moelle bleue. Pourquoi on l'appelle moelle bleue? Pourquoi? Parce que les stades basophiles et polychromatophiles sont dominants, donc au profit des stades acidophiles. Parce qu'au cours de l'érythropoïèse, normalement, ça se fait en pyramide, c'est-à-dire le nombre de pro-érythroblastes et d'érythroblastes basophiles, il est diminué, donc il est peu par rapport à celui des polychromatophiles et des acidophiles. Mais dans ce cas-là, il y a un inversement de la pyramide, c'est-à-dire que le nombre de pro-érythroblastes et d'érythroblastes basophiles est plus important par rapport à celui des polychromatophiles et des acidophiles. C'est pour ça que ce que je vais voir une moelle bleue, donc beaucoup plus de basophilie, car les stades, voilà, basophiles et polychromatophiles sont dominants. Je vais voir une prédominance de la lignée érythroblastique, donc une hyperplasie érythroblastique. Pourquoi? Parce qu'il y a une dysérythropoïèse. Donc la moelle, elle va essayer de combler donc cette anémie, elle va continuer à produire les érythroblastes. Des érythroblastes de grande taille ou mégaloblastes, voilà. Donc, c'est les globules rouges de grande taille, c'est les macrocytes. Les érythroblastes de grande taille, c'est les mégaloblastes. Un gigantisme des autres lignées granuleuses et plaquettaires. Donc, quand j'ai une leucopénie, leuconeutropénie et une thrombopénie, donc, pourquoi? Parce qu'il y a une dysgranulopoïèse et une dysmégakaryopoïèse. Donc, j'ai des cellules de grande taille, mais qui n'arrivent pas à achever bon, pour la lignée granuleuse, donc leur granulopoïèse, ou bien leur mégakaryopoïèse pour aboutir aux plaquettes ou bien au PNN de façon normale. Et là, j'ai aussi les signes de dysérythropoïèse, donc présence de granulation et basophile, la présence de corps de OL joli. Donc, il y a plusieurs signes de dysérythropoïèse, les pans intercellulaires, donc voilà. Les globules rouges, les érythroblastes binucléés, etc. Donc, des cellules en mitose. Donc, il y a plusieurs signes de dysérythropoïèse. Là, l'image, donc, les mégaloblastes sur moelle. Donc, on a parlé de la moelle bleue. Regardez, c'est cet état. Voilà. Et là, quand vous voyez, le noyau, il est jeune. Donc, j'ai des noyaux jeunes. Voilà, regardez là, ça aussi, c'est une moelle bleue. Prédominance des stades, donc les pro-érythroblastes. Et là, j'ai aussi, donc, regardez, un gigantisme de la lignée granuleuse. Ça, c'est un premier locyte, avec bien sûr prédominance des stades les plus immatures.
Donc là, regardez, j'ai 2 promyélocytes. Ils sont de grande taille. Et là, regardez, j'ai un polynucléaire neutrophile qui a 5 lobes. Et déjà, il a une grande taille avec, regardez, les notes qui sont... Donc, il est polylobé. Je termine mon diagnostic positif. Je vais faire des examens complémentaires pour éliminer donc d'autres pathologies, à savoir le fer sérique, le bilan martial, donc il sera normal, donc à savoir le fer sérique peut être augmenté. La TIBC, elle est normale, les LDH sont augmentés du fait de la lyse cellulaire. Donc les LDH, ils reflètent la lyse cellulaire. La bilirubine libre, elle est légèrement augmentée, le stercobilinogène, donc aussi secondaire à une hémolyse intratissulaire. Maintenant, je passe au dosage vitaminique de la vitamine B12 et de l'acide folique. Donc, soit que j'ai un dosage direct, les dosages directs vont se faire par méthode microbiologique ou bien radio-immunologique. Par méthode microbiologique, donc je vais utiliser des souches bactéries microbiologiques, des bactéries qui ont besoin de l'acide folique ou de la vitamine B12 pour poursuivre leur multiplication bactérienne. Et je vais les incuber en présence donc d'un sérum normal et d'un sérum du patient que je veux tester. Donc, quand je fais mon sérum normal ou bien un échantillon normal, donc il y aura formation des colonies bactériennes, mais quand j'utilise un sérum, surtout si le sérum du sujet présente une carence martiale, puisque donc la bactérie, elle ne trouve pas, puisque la bactérie, elle ne trouve pas son, pardon, je ne sais pas, c'est pas le message ou quoi. Donc, puisque ces bactéries ne trouvent pas donc leurs vitamines nécessaires à leur multiplication, donc il ne va pas y avoir formation de colonies bactériennes. Donc, c'est ça le principe de méthode microbiologique. Maintenant, pour le radio-immunologique, c'est-à-dire, bon, c'est simple, c'est des méthodes immunologiques, c'est-à-dire que je vais utiliser des anticorps qui vont se diriger contre donc la structure antigénique donc de la vitamine B12 et l'acide folique. Dans ce cas-là, l'antigène, ça sera la vitamine B12 ou bien l'acide folique. Et l'anticorps va être couplé à un produit radiologique donc, qui sert à la révélation de la réaction. Donc, si j'ai émission de radiation, donc c'est positif, sinon c'est négatif. Donc, sinon, s'il y a absence d'acide folique et vitamine B12 dans le sérum. Donc, ça, c'est les normalités de la vitamine B12 et des folates. Donc, ça, c'est au niveau sérique. Et là, c'est des folates érythrocytaires. Maintenant, pour le test thérapeutique, d'ailleurs, c'est le test thérapeutique, donc cliniquement, c'est le test qu'on utilise le plus. C'est-à-dire, le malade, on le met sous traitement vitaminique. Donc, si je vais faire mon diagnostic, c'est-à-dire chez un sujet présentant une anémie macrocytaire, je fais mon taux de réticulocyte à régénérative, je vais faire mon moelle, il y a une mégaloblastose, je vais éliminer les autres causes d'anémie donc mégaloblastique et maintenant je soupçonne fortement une anémie mégaloblastique carentielle. Qu'est-ce que je fais? Je donne aux patients de la vitamine B12 ou de l'acide folique et je recontrôle leur FNS une semaine à 10 jours après le début de la prise du traitement. Normalement, si le sujet présente donc une carence en acide folique ou en vitamine B12 et qu'il reçoit donc la vitamine manquante, donc il va commencer à récupérer, donc il va faire une érythropoïèse normale et qui va se manifester par une crise qu'on appelle une crise réticulocytose. Donc, s'il y a carence, donc c'est bon, je vais trouver une crise réticulocytaire. Mais si ce n'est pas un problème de carence, même si je vais donner le traitement, donc vitamine B12 et acide folique, je ne vais pas obtenir de crise réticulocytaire. Donc, s'il n'y a pas de crise réticulocytaire, donc ce n'est pas carentiel. En général, donc, on utilise beaucoup plus ce test. Le test de Schilling, donc anciennement il était utilisé, mais actuellement donc on n'utilise plus. C'est parce qu'avant c'était la maladie de Birmer. Donc la maladie de Birmer, c'était une carence en vitamine B12. Elle est assez fréquente chez les sujets âgés et elle est due donc à un auto-anticorps, donc antifacteur
intrinsèque. Donc, le principe, c'est quoi? Le principe, c'est la mesure de la radioactivité urinaire dès 24 heures après. Donc, je fais la mesure de la radioactivité urinaire 24 heures après avoir fait tout ça. Premièrement, j'injecte par voie intramusculaire 1000 microgrammes de vitamine B12. Froide, c'est-à-dire non radiomarquée, dans le but de la saturation des récepteurs pour éviter une absorption non spécifique. C'est-à-dire que je vais donner en intramusculaire de la vitamine B12 pour saturer les récepteurs de la vitamine B12. Puis, 2 heures après, je vais donner par voie orale, par ingestion, 0,5 à 2 microgrammes de vitamine B12 radio marquée au cobalt 57. Donc, s'il va y avoir donc une absorption normale, donc s'il va y avoir une absorption normale, donc il va y avoir absorption de la vitamine B12 radiomarquée parce que c'est elle que j'ai donnée par voie orale. Et puisque donc les récepteurs sont saturés, il va y avoir élimination de la vitamine B12 marquée. Donc, chez un sujet normal, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver une radioactivité urinaire supérieure à 10% de la radioactivité ingérée. Donc, un bon taux de radioactivité. Chez un sujet carencé, je vais trouver une radioactivité inférieure à 3% de la radioactivité ingérée. Donc, il n'y a pas eu une bonne absorption de la vitamine B12 radioactive. Donc, il y a un problème au niveau de l'absorption. C'est pour ça qu'il y a eu juste 3%. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je refais le test en administrant du facteur intrinsèque en même temps que la vitamine B12 marquée. Donc, je ne donne pas que de la vitamine B12 marquée, mais je donne du facteur intrinsèque en même temps que la vitamine B12 marquée. Comme ça, je serai sûre que la vitamine B12, elle a trouvé le facteur intrinsèque pour nécessaire à son absorption intestinale. Si l'épreuve se normalise, donc le déficit en facteur intrinsèque, il est confirmé. Donc, le problème qui se pose chez ce patient, c'est quoi? C'est un déficit en facteur intrinsèque. Et quand la vitamine B12 arrive au niveau de l'estomac, donc elle ne sera pas couplée au facteur intrinsèque, donc il ne pourra pas y avoir d'absorption de la vitamine B12. Donc, ce n'est pas un problème d'absorption de la vitamine B12 ou bien une anomalie au niveau de un déficit un problème d'apport en vitamine B12, mais c'est un problème au niveau donc du facteur intrinsèque. Et si l'épreuve reste perturbée, donc j'ai un problème, une malabsorption iléale qui doit être évoquée. Donc j'ai un problème, si par contre le problème donc persiste, c'est que j'ai un problème de malabsorption. Donc c'est ça la cause. Le diagnostic étiologique, donc les différentes causes, soit que j'ai une carence d'apport ou augmentation des besoins. Bon, la carence d'apport ou augmentation des besoins, elle est rare chez la vitamine B12. Donc, comme on l'a dit, les réserves donc, sont nécessaires jusqu'à... Donc, ça permet de combler donc, la vitamine B12 pour une longue durée, celle de 3 à 5 ans. Donc, il sert à 3 à 5 ans. Par contre, l'acide folique, c'est quelques mois, donc moins de 4 à 6 mois à peu près. C'est pour ça elle est plus fréquente pour l'acide folique, beaucoup plus lors de l'augmentation des besoins essentiellement donc au cours des grossesses, surtout chez la femme qui est en âge de procréation, surtout s'il y a des grossesses gémellaires, qu'il y a des grossesses rapprochées. Donc c'est pour ça actuellement donc la femme enceinte elle est systématiquement donc supplémentée en fer et en acide folique. Soit qu'il s'agit de malabsorption digestive. Donc, soit qu'il y a un problème au niveau de l'apport, soit qu'il y a un problème au niveau de la malabsorption. La plus fréquente chez le sujet âgé, c'est la plus fréquente chez le sujet âgé. Donc, ça se voit au cours des gastrectomies totales. Donc, il ne va pas y avoir de synthèse de facteurs intrinsèques. Et la maladie de Birmer. La maladie de Birmer, donc c'est elle qui a été
donc étudié donc en l'histoire. Donc c'est pour ça on a appelé donc l'anémie pernicieuse et les facteurs antipernicieux. Donc c'est une maladie auto-immune donc qui se manifeste donc par une anémie mégaloblastique. Donc elle est insidieuse d'installation, se voit chez le sujet âgé et donc des fois ça donne voire même une pancytopénie. Donc, c'est pour ça qu'elle était fatale avant. Elle est d'origine, bien sûr, auto-immune. Elle est due à la présence d'un auto-anticorps anti-facteur intrinsèque. Donc, c'est pour ça l'intérêt du test de Schilling, donc surtout quand on le couple au facteur intrinsèque pour la mettre en évidence. Donc mais sinon, actuellement, donc, il y a plusieurs tests. Donc, il suffit juste de faire les dosages, etc. Donc, pour mettre en évidence la carence en vitamine B12. Et au cours des maladies inflammatoires intestinales, donc j'ai un problème. Donc s'il y a une inflammation au niveau des intestins, donc atteinte des villosités intestinales, donc une mauvaise absorption. Les parasitoses intestinales comme le botryocéphale, pourquoi? Parce que ces parasites-là, donc ils vont utiliser la vitamine B12 et l'acide folique pour leur propre croissance. En quelque sorte, il va y avoir déviation de ces vitamines au profit des parasites, donc ça entraîner une carence. Certains produits toxiques comme les médicaments, les antifongiques qui inhibent l'absorption de la vitamine B12. Le défaut d'utilisation des folates, donc l'alcoolisme et les médicaments antifoliques. Pourquoi? Parce que leur métabolisme entre en compétition donc avec celui de l'acide folique et de la vitamine B12. J'ai les anomalies congénitales de transport, sont exceptionnelles, secondaires essentiellement à un déficit en transcobalamine 2, donc protéines transportrices, mais ces cas-là, donc c'est vraiment très rare, on les rencontre rarement. Donc c'était le diagnostic maintenant différentiel.